Alors, monsieur le Président, moi, je vais aller droit au but et vous poser une question. Aujourd'hui, nous, jeunes, ici, dans notre diversité, ici notamment de la société civile pour la majorité, avons prôné haut et fort plusieurs recommandations, dont notamment ne plus vouloir être vus, être vus plutôt dans notre intégrité et plutôt comme des partenaires aussi. On n'a pas besoin d'aide ni de développement ou quoi que ce soit. Alors aujourd'hui, je voudrais vous poser la question devant toute cette assemblée, Monsieur le Président. Est-ce que vous êtes prêt à considérer la société civile et ses acteurs dans toute leur diversité, que ce soit sur le continent africain ou à la diaspora, en tant que partenaires au même titre que les États avec lesquels vous collaborez aujourd'hui? Voici ma question. Alors, peut-être deux réponses rapides. La première, oui, il y a une responsabilité très clairement du fait colonial dans l'ébranlement des consciences et dans ce que ça produit ensuite historiquement. Vous avez raison. Est-ce que pour autant le fait colonial fait qu'il ne pourrait pas y avoir une vie démocratique avec de l'alternance démocratique pour toute éternité? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense aussi qu'on peut créer les conditions de stabilité. Il peut y avoir aussi le courage des dirigeants et des choix qui soient assumés pour que ça advienne. On parlait des difficultés au Mali tout à l'heure. Juste à côté au Niger, pays très pauvre, pays qui vit la guerre, vous avez quand même un dirigeant avec le président Issoufou qui a vécu le même fait colonial, qui est aujourd'hui bousculé, qui a été encore plus touché par la guerre en Libye, il est encore plus près, qui est bousculé par les trafics, etc., et qui a assumé d'organiser dans son pays la première alternance démocratique. Donc c'est possible. C'est possible. Et il l'a fait, y compris en prenant des risques, parce que ethniquement, ce n'était pas la solution la plus simple, c'était celle qui était la plus contestée, et il l'a assumé, ça a été porté, ça a été fait. La paix et la stabilité ont maintenu, et il y a une vraie alternance. Et il y a un président, honnêtement, le président Issoufou, il avait plutôt réussi. S'il avait écouté tous ses partisans ou s'il avait fait ce qu'on lui poussait à faire, il aurait très facilement dit « troisième mandat, sinon ça va être l'instabilité ». Mince, on peut l'applaudir parce qu'on a quand même été dur avec beaucoup de dirigeants. C'est vrai. Et après lui, il y a le président Bazoum qui vraiment fait un travail qui est dur. Donc c'est possible. La question, c'est à eux qu'il faut dire merci. Parce que vraiment, c'est à eux. La question qu'il y a derrière, qui est le paradoxe auquel on se heurte tous, c'est comment un continent qui a autant de jeunesse, qui a une telle énergie, peut être en quelque sorte autant bloqué dans l'accès aux responsabilités politiques. C'est ça le problème. Alors oui, il y a des habitudes qui ont été prises, il y a des systèmes qui ont été protégés, et il y a eu, par le passé, vous avez totalement raison de le dire, des systèmes qui ont été protégés pour préserver les intérêts financiers de grandes entreprises ou de pays côté européen, même après la décolonisation, ou pour bouger des dirigeants et pour les supprimer quand ils gênaient les affaires. Tout ça, c'est passé, et ça fait partie du travail historique qu'on doit finir de dévoiler. Est-ce que tout ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui? Non. Et là, je peux vous le dire, il n'y a pas un pays où on fait ça aujourd'hui. On ne supprime plus les dirigeants, on n'est plus en train de faire... C'est pas vrai. Par contre, du coup, une habitude a été prise. Le système s'est grippé. Et les systèmes démocratiques africains, dans trop de pays, pas partout, et je ne veux pas faire de généralité, mais ne permettent plus à la société civile et même à la société politique d'émerger avec de nouveaux talents. Et donc, c'est pour ça que le fonds est si important. Parce qu'il doit être un des éléments, mais avec beaucoup d'autres, avec ce que font des fondations déjà existantes, avec ce que doivent faire l'Union africaine et les organisations régionales, de faire émerger d'autres talents pour que des alternances soient possibles. Pour aller au bout de votre question, est-ce que je reconnais au même titre? En fait, ce qui est très dur, c'est qui me donne le critère? Là, les 11 pépites qu'on a, elles ont été sélectionnées, il y a un processus, il y a un comité indépendant qui vous a sélectionné, et vous vous êtes engagé. C'est un critère à la fois objectif et d'engagement, et que vous assumez. On le fait un peu de la même manière quand sur le terrain, on mène des projets avec des ONG ou autres. Mais vous êtes à un moment obligé de revenir à des conditions de légitimité. Et donc, pour moi, la clé du sujet dans la relation qu'il y a entre l'Afrique et la France, mais je dirais pour l'Afrique avec elle-même, c'est comment resynchroniser
la légitimité nécessaire avec le fonctionnement démocratique et des institutions. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qui est très dur, mais ça veut dire qu'il faut maintenir cette pression, nous qu'on aide à faire émerger, à former, mais qu'il y ait beaucoup plus de pression pour que le cadre démocratique s'ouvre. Est-ce que moi je peux vous donner aussi des tas de leçons? On n'est pas parfait. Vous m'avez très gentiment remercié tout à l'heure, mais la réalité c'est que notre représentation nationale comme notre administration n'est pas encore au vrai visage de la France. C'est qu'en 2017, on a un groupe majoritaire qui est arrivé à l'Assemblée qui est à 47% féminin. Si je prends l'ensemble de notre représentation nationale, on est loin d'être paritaire. La société l'est. Et c'est que le système politique français, vous demanderiez à beaucoup de nos compatriotes, ils vous diraient « Moi, je considère qu'il n'est pas encore assez ouvert. Ce que vous me dites, ce que vous dites de votre pays, je suis lucide sur moi. J'ai des compatriotes qui le disent sur nous. » Donc c'est un défi pour toute démocratie. Simplement, dans vos pays, c'est beaucoup plus bloqué. Parce que parfois, ce sont des familles ou des mêmes personnes qui les ont complètement bloquées pour des décennies. Donc, c'est ça la clé. La clé, au fond, si je devais le dire d'une manière simple, c'est comment resynchroniser le système politique avec la société africaine. C'est ça notre défi. Ce continent qui est jeune est dirigé par trop de personnes qui sont devenues peut-être un peu trop vieilles et qui ont le pouvoir depuis trop longtemps. Et donc, il faut qu'on resynchronise les choses. Mais je dis ça, no offense pour personne, comme diraient les anglo-saxons. Il faut juste que les dirigeants ressemblent plus à leur société et que ça se réouvre. Le fonds est une contribution. Si on peut faire d'autres choses pour aider, on le fera. Alors, moi, je m'appelle Amina, je suis marocaine, africaine, issue pur produit. Pur produit de l'enseignement français à l'étranger, donc de ces France qui perdurent en Afrique, de ces France dont on est très fiers, mais de ces citoyennetés bancales, un peu à moitié. Je n'ai pas encore le droit de vote en France, je l'aurai peut-être un jour, je le souhaite, mais de ces citoyennetés, de ces mobilités qui vous font un peu réfléchir. Et moi, Monsieur le Président, j'avais envie de vous interpeller sur une question très simple. Il y a les migrations, certes, mais il y a aussi les mobilités. Et ce qui les constitue. Et les mobilités, c'est aussi de l'argent, des capitaux, des flux économiques concrets. Et par là, j'entends les transferts de fonds des diasporas, qui constituent une gigantesque manne financière, des fois 2 à 3 fois supérieure à l'aide au développement. Ces transferts continuent de faire l'objet de commissions étouffantes par le secteur privé, qui peuvent aller jusqu'à 9% pour l'Afrique subsaharienne et qui ont été complètement trustés par ce secteur. Et sinon, ces transferts s'enterrent dans des réseaux informels qui ne sont ni sûrs, ni garants d'une reconnaissance concrète de l'activité économique de ces diasporas. Alors, Monsieur le Président, ici, il ne s'agit pas de gérer la monnaie des autres, loin de là, mais de permettre aux diasporas africaines de participer au nouveau modèle économique et d'émergence de leur pays. Si vous dites vouloir mettre les diasporas au cœur de cette nouvelle relation, pourquoi ne sont-elles pas considérées comme des citoyens économiques à part entière, ayant elles aussi un vrai guichet public, des maisons des diasporas pour les accompagner? Plus encore, comment expliquez-vous qu'aujourd'hui le débat public en France sur la question migratoire soit truffé de contresens, de fausses vérités basées sur des faux chiffres, d'approximations, de jugements de valeur? Là, on pourrait y répondre par la donnée. Pas simplement celle du solde migratoire. Monsieur le Président, nous souhaitons voir émerger un réseau parapublic ancré dans tous les territoires français, destiné à l'accueil, l'accompagnement, la rencontre avec les locaux et consacrant la citoyenneté économique des diasporas. Proposez-leur un véhicule de transfert de fonds opéré par l'État et en lien avec les réseaux locaux. Faites que ces guichets publics soient un vrai relais d'une nouvelle politique publique de co-développement. Faisons que l'État puisse enfin aider les aidants, comme il le fait si bien sur sa protection sociale. Que ça soit une option viable, qui soit non plus laissée pour compte face aux acteurs privés ou à l'urgence imminente de se digitaliser pour se faire une place. Et grâce à ce réseau et dans une logique d'open data, on pourrait enfin collecter des données concrètes sur cette activité économique des diasporas, sur ce qu'elles apportent, ce qu'elles renvoient, sur cette mondialisation qu'elles construisent et qu'elles le font dans un monde qui est encore aujourd'hui bien trop alternatif. Et surtout, on pourrait donner au débat public français, qui en a grandement besoin, des cartes en main pour se parler sereinement. Alors si pour s'écrire des lettres, Monsieur le Président, on a encore la poste, pour s'envoyer des fonds, comment on fait? Alors, plusieurs points. D'abord, je partage totalement ce que vous avez dit. Peut-être pour rétablir quelques vérités sur les migrations, il ne faut jamais oublier que l'Afrique est un continent de migration permanente et que l'essentiel des migrations sont intra-africaines et elles sont beaucoup plus d'est en ouest et du centre du nord vers le sud qu'autre chose. Donc quand on regarde les mouvements
et qu'on dézoome, si je puis dire, c'est faux de penser que tout vient vers le nord, toute petite part. Deuxième point, on est tous hypocrites sur le sujet des migrations. Le débat, il faut qu'on arrive à pas simplement l'apaiser, mais moi j'aime bien votre approche par les chiffres, c'est ce que j'ai tenté de faire aussi en disant qu'il faut qu'on ait un débat chaque année sur des chiffres objectivés, mais il y a plusieurs natures de migration. Il y a des migrations subies et des migrations choisies, vraie différence. Il y a des visas qu'on donne parce qu'on choisit, pour développer son entreprise, on a envie d'aller dans tel ou tel pays, des deux côtés, pour des raisons politiques, pour des raisons universitaires. Et il y a de la migration subie pour des raisons économiques, on n'arrive plus à vivre, et pour des raisons climatiques, et ça existe aujourd'hui, la région du lac Tchad en est un exemple cruel, et pour des raisons politico-militaires, parce qu'on subit la guerre. Et là, c'est l'asile. Tant qu'on mélange tous ces chiffres-là, on essaie de traiter avec des instruments qui sont très différents et des réalités de vie, des choses qu'il ne faut absolument pas mélanger. Votre question, j'essaie de remettre chaque chose à sa place, mais j'insiste sur ce point, l'Afrique est un continent de migration et ça le restera. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on essaie de répondre au point que vous évoquez, c'est de dire les diasporas sont un facteur de développement de l'Afrique. Et ça, vous avez raison, ce qui a été d'ailleurs la double peine, en quelque sorte, pour le continent africain pendant la crise Covid, c'est que toutes les diasporas en Europe et ailleurs, qui sont des éléments clés du soutien à l'activité familiale et économique de leur pays, ont été totalement bloquées par le Covid. Et donc, même quand on a continué les financements publics, le financement privé s'est complètement effondré et ça a encore appauvri des pays qui avaient les conséquences économiques et sociales du Covid-19 en Afrique. Il ne faut jamais l'oublier parce que c'est ce qui s'est passé en 2020 et ce qui s'est passé en 2021. Donc la première chose, c'est qu'on doit reconnaître ces chiffres. On doit, nous, avoir une approche beaucoup plus transparente sur les migrations de travail, en partenariat avec les pays, et on doit construire le cadre de cette relation de financement privé. Aujourd'hui, on ne l'a pas fait. Je veux saluer le travail que fait Sira Silla parce qu'elle a beaucoup fait en tant que parlementaire sur ce point avec Bercy. Elle s'est aussi beaucoup parfois heurtée à nos propres conservatismes. On n'est pas allé au bout de notre boulot, nous. Je vous le dis franchement. Et donc, les chiffres que vous avez rappelés tout à l'heure sont vrais. Ça dépend des réseaux. Mais aujourd'hui, il y a encore des transferts qui sont beaucoup trop coûteux, qui ne sont pas assez sécurisés et qui pénalisent de la solidarité familiale. Or, c'est plutôt notre intérêt en termes justement d'investissement solidaire de lui donner un cadre. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut faire en lien avec l'AFD, dont on changera le nom, et en lien avec notre système bancaire pour véritablement accompagner ces transferts qui sont du vrai co-développement. Ça, c'est une vraie stratégie. On l'a identifié, on a commencé à y bosser. Vous avez des parlementaires vraiment qui ont commencé à y suer sang et eau. Et Achille en parle avec ses co-auteurs dans le rapport, et je pense qu'il faut la progresser. Vous avez évoqué, et avant vous d'autres l'ont fait, cette maison, justement, des mondes africains et des diasporas. Je pense que c'est une très belle idée. Et je pense que l'idée est d'avoir un épicentre. Je pense que l'épicentre doit être à Paris, doit être au cœur vraiment des institutions de la représentation. Je pense qu'on doit y intégrer un aspect scientifique, culturel, éducatif, mais aussi économique, et y agréger beaucoup d'initiatives. Il faut que ça travaille très étroitement, évidemment, avec ce qu'on fait par ailleurs, l'AFD et le reste, mais il faut qu'il puisse y avoir des quartiers généraux aussi sur des territoires ailleurs dans l'Hexagone et outre-mer, d'ailleurs, parce qu'on a aussi une France d'outre-mer que je ne voudrais pas qu'on oublie. Merci. Quand on parle... Merci, je trouve que Claudie n'en parlait pas beaucoup. Ouais. C'est mon tacle retour. Non, mais je pense que c'est très important parce que c'est aussi une chance. Et je pense que c'est une manière aussi, on en parlait tout à l'heure pour nos grands auteurs et nos grands écrivains et écrivaines françaises, mais je pense que c'est une immense chance pour continuer cette conversion. Et donc cette maison des Afriques et des diasporas, là aussi c'est un projet que je veux qu'on mette en place, donc on va le mettre en place, on va confier son pilotage à une personnalité indépendante, qui pourrait être Achille Mbembe. Et l'idée, c'est vraiment qu'elle consolide ces initiatives, mais qu'elle puisse aussi animer tous nos territoires hexagonaux ultramarins, en lien, justement, avec tous ces imaginaires. Et que ce travail que vous avez fait,
l'engagement que vous avez pris, le travail d'Africa 2020 et de la saison qu'on a mis en place se poursuivent aussi à travers je dirais, ce lieu ou cette concentration de lieux. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Merci infiniment. Ça me va.